Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous du monde de la caresse, une émission réalisée par l'association Les Mozarts. Donc pour cette première mission de rentrée, nous allons présenter dans la parole retrouvée de la poésie, bien entendu. Grégory Huck va nous faire une chronique de presse, il abordera ensuite pour la première partie les poètes du grand jeu, et pour la deuxième, moi-même, présenterai la schizophrénie et le temps en poésie à partir d'un recueil espagnol, Locos de Altar. Le grand jeu. Les poètes du grand jeu. Le grand jeu est irrémédiable, il ne se joue qu'une fois. Il faut se mettre dans un état de réceptivité entière, pour cela être pur, avoir fait le vide en soi. De là notre tendance idéale à remettre tout en question dans tous les instants. Tous les grands mystiques de toutes les religions seraient des nôtres s'ils avaient brisé les carcans de leur religion que nous ne pouvons subir. Nous nous donnerons toujours à toutes nos forces, à toutes les révolutions nouvelles. Nous nous attachons à l'acte même de révolte, une puissance capable de bien des miracles. C'est en ces termes que s'ouvre la première revue du grand jeu, revue qui ne connaîtra que 3 numéros, le 4e n'existant qu'à l'état d'ébauche. Revue publiée entre 1928 et 1932. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro des Amis du Souffle Sacré, consacré donc aux poètes du grand jeu. Nous sommes donc entre deux guerres, la France en France, et une poignée d'étudiants de la ville de Reims, 4 potaches, se font appeler les frères Simplices. Ils ont bien l'intention de vivre une grande aventure spirituelle, une entreprise de la pensée, de pousser l'expérience de la poésie dans des horizons pratiquement inexplorés, ceux notamment de la pataphysique qui est une sorte de science qui propose des solutions imaginaires et qu'on le doit à Alfred Jarry. Les poètes du grand jeu s'inscrivent certes dans le sillage du surréalisme, mais le grand pape de ce mouvement, André Breton, repoussera toujours le grand jeu comme une espèce de menace à son art. Il y a sans doute quelque chose de trop conventionnel chez André Breton, qui était une personnalité très pragmatique et intéressée. Nous n'ouvrirons pas le débat aujourd'hui pour accepter l'art total de ces 4 bacheliers qui sont à l'origine donc du grand jeu. René Daumal, Roger Gilbert Lecomte, Roger Vaillant, Robert Mera. Robert Mera, c'est le moins connu parce qu'en fait, il n'a rien écrit. Il était juste là et bien content d'être là. Je vous propose donc de passer cette heure à leur côté. Alors, pourquoi ce nom du grand jeu ? C'est le nom suggéré par Robert Vaillant, qui a été retenu par le collectif. Il était en balance avec un autre nom, La Voix, avec un grand V et un E à la fin. Mais c'est le grand jeu qui l'a emporté. L'origine ou la référence reste floue. Il se pourrait que cela soit inspiré du jeu de tarot, ou alors du célèbre coup de dés de Stéphane Mallarmé. D'ailleurs, je trouve l'empreinte de Stéphane Mallarmé sur les poètes du grand jeu assez forte. Peut-être juste un jeu de symbolisme, mais je crois aussi qu'il faut bien le dire, c'est plutôt de mettre sa vie en jeu pour la poésie, de mettre sa peau sur la table pour la poésie. Et il est important aussi de rappeler le contexte historique dans lequel ces poètes ont décidé de vivre cette grande aventure. Et il y a beaucoup, je trouve, de similarités avec notre époque. Les années 1920, les années 1930, c'était des années d'innovation, d'enthousiasme. On se souvient aussi de Charles Lindbergh qui avait fait la première traversée de l'Atlantique en 1927. Et de là, d'ailleurs, on commençait à voir de plus en plus au-dessus de nos têtes des avions circuler, se multiplier. Il y avait aussi le téléphone, la radio, le cinéma, l'arrivée du jazz, Joséphine Baker, les grands cabarets. Un grand enthousiasme qu'on appelait donc les années folles. Mais il y avait un contraste aussi, on appelait ça aussi la grande illusion, cette époque, parce que
On ne voyait pas forcément la guerre arriver, la Seconde Guerre mondiale, peut-être parce qu'on pensait que le traité de Versailles nous protégeait ou que la Prusse était tellement à genoux que c'en était terminé. Eh bien non. Et peut-être aussi que ce côté, disons, total de cette poésie est aussi dû à ça, à ces 4,5 millions de blessés qui sont revenus après la guerre. C'était le grand frère, c'était le père, c'était l'oncle, les gueules cassées, comme on les appelait, et aussi, bien sûr, tous les ravages psychologiques qu'on ne savait pas encore forcément bien identifier à l'époque. Et d'ailleurs, je trouve que le père, vous le sentirez peut-être, le père de ces poètes du grand jeu, on peut penser notamment à Guillaume Apollinaire, parce que, bon, déjà, il a fait cette guerre, il a eu un éclat d'obus, on le sait, je crois qu'il est mort de la grippe espagnole, tu m'arrêteras si je me trompe. Hein. Ah, encore une autre similitude, ils avaient la grippe, on a eu une autre grippe aussi, notre virus, et puis, bien sûr, il faut savoir que Guillaume Apollinaire a cassé tous les codes de la poésie avec son poème Zone, un poème d'ailleurs que vous pouvez retrouver chez nos amis éditeurs des Voix de Garage qui viennent de le ressortir, ce poème, un poème très important. Et bien sûr, il y a un autre grand casseur de codes, c'est Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, alors on peut dire le grand-père, si Apollinaire est le père, peut-être que Rimbaud est le grand-père de cette génération de poètes. Voilà, eh bien, il y a d'autres satellites dans ce mouvement. Il y a notamment Antonin Artaud, avec lequel André Roland de Renéville a eu une longue correspondance assez passionnante que je n'ai pas encore achevée, donc je ne peux pas plus vous en parler pour l'instant. Voilà, et puis il y avait bien sûr les poètes Maurice Henry, Pierre Minet. Alors ils se donnaient des petits sobriquets entre eux, donc par exemple Pierre Minet c'était frère Fluet. Voilà, on aime se donner des petits sobriquets. Alors il y avait notamment aussi des peintres, comme c'était une revue des peintres et des dessinateurs, je pense notamment à Joseph Chima, qui est assez passionnant, vous pouvez googliser ça après l'émission, ou le dessinateur Arthur Arfo. Voilà, vraiment de belles choses à voir. Mais bon, la liste est longue, donc on ne va pas tous les faire. En tout cas, je vous propose maintenant d'écouter un document assez curieux, assez intéressant. Il concerne Arthur Rimbaud. C'est la poésie d'une saison en enfer, mise en musique par Gilbert Ami, qui est un compositeur de musique contemporaine et qui a composé ça dans les années 80, 1980 pile d'ailleurs. C'est très étonnant, assez rafraîchissant, parfois un petit peu voilà, sur la ligne, comme l'était Rimbaud d'ailleurs. Voilà, on écoute ça et on se retrouve après. Nous revoici partis en exploration dans le monde très particulier des 4 écrivains qui formèrent le cercle des poètes du grand jeu. Alors nous allons entendre 2 poèmes du plus rimbaldien de ces 4 chercheurs de monde, j'ai nommé René Daumal, aussi appelé Nathanaël au sein de ce groupe. Le plus rimbaldien car c'est celui qui a poussé au plus loin l'expérience métaphysique consacrée par Arthur Rimbaud, dont la fameuse formule tient dans cette simple phrase « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » René Daumal se persuade alors de l'existence d'autres mondes. Il poussera ses recherches si loin qu'il aurait également fait l'expérience de mort imminente. Il va déclarer être certain de l'existence d'un au-delà ou d'une autre sorte de connaissance. Il fera des expériences peu recommandables en utilisant du tétrachlorométhane, un solvant à base de chlore. Il va naturellement écrire beaucoup et c'est peut-être cette intoxication qui va déclencher chez lui une sorte de tuberculose qui va le laminer et il mourra à 36 ans en 1944, pas loin de son idole, Arthur Rimbaud, qui lui est parti à 37 ans. Au-delà de cette note tragique, il faut dire que René Daumal était un immense écrivain, un puits de science, pas assez reconnu. Il dira de la poésie: le langage poétique est fait pour communiquer des états. Les mots y sont des vases ou des clés. Il laisse derrière lui une œuvre très originale et sensible d'une subtile beauté. Et ayant étudié le sanskrit, il sera également l'un des rares indianistes de son temps et il deviendra l'un des meilleurs traducteurs de textes indiens. Alors il se nourrit de lectures occultes, métaphysiques, théosophiques, mystiques.
La métaphysique, doit-on expliquer ce que c'est? C'est tout ce qui est au-delà des lois de la physique, si vous voulez, ça concerne l'esprit. Et voilà, si vous devez commencer par découvrir cet auteur, je vous dirais que le mieux c'est de commencer par son livre La Grande Beuverie, qui est une sorte d'échappée dans une Jérusalem contre-céleste, où la pensée de Domal semble s'incarner en une pierre de touche entre notre monde matériel et un paradis artificiel sans limite. C'est assez déroutant et brillant comme cette phrase: si le langage n'exprime avec précision qu'une intensité moyenne de la pensée, c'est parce que la moyenne de l'humanité pense avec ce degré d'intensité et vlan. C'est aussi ce que nous tenons à faire ici sur RBS, d'élever le degré d'intensité de la pensée. Et cela passe aussi par la poésie. Entendez plutôt ces deux poèmes. Nous commençons par le poème Civilisation, donc par René Daumal. Par René Daumal. Lorsque la parole fut inscrite, pour la première fois, l'air clarifié ne pesait plus dans les têtes et la multitude avait soif. Tous les germes morts dans leur descendance, l'écorce était le tombeau de la graine, la montagne achevée de saigner, et la terre du sang était pierre, et l'eau du sang était à la mer, et le feu du sang à l'éclair. Ils gémissaient, les vieux couverts de rouille. Retourne à la roue, mon souffle, va piétiner sur les planètes avec tes pas lourds dans la nuit des cavernes. Mes enfants n'ont plus de pensée, mes beaux enfants ont la cervelle vide. La vie est facile. Ils ne vivent plus. Et les vieux mouraient entre les dents de tagne. Leurs visages veinent le marbre. Sous le silex dorment profonds ceux qui furent plus profonds que le fond. Os. Sous un thorax d'oiseau, le vide sans borne a cessé de bourdonner. 1000 loups aveugles dans cette soupente, et moi qui n'ai plus de souffle. Nous poursuivons par ce second poème de René Daumal, Le Prophète. Le Prophète, par René Daumal. L'enfant qui parlait au nom du soleil allait par les rues du village mort. Les rats couraient vers ses pieds nus lorsqu'il s'arrêtait au carrefour. L'enfant appela d'une voix pleine de galères, de voiles blanches et de poissons volants, et les hommes, changés en pierre, s'éveillèrent en grinçant. C'était l'aube annoncée par les flèches sifflantes des joyeux archers du voisinage. Les hommes venaient, chacun portant sa nuit comme on porte une ombrelle. Ils s'accroupirent autour de l'enfant, et leurs gros yeux rouges riaient, et leurs larges bouches crachaient du sable à travers les dents. L'enfant qui parlait au nom du soleil dit: n'écoutez plus le chant du coq stupide. Et les hommes aux longues lèvres se tapaient le derrière sur les pavés. L'enfant dit: vous riez, mais lorsque vous vous éveillerez avec du sang plein les oreilles, alors vous ne rirez plus. Sa tête tomba, écrasante et chaude, sur l'épaule d'une jeune femme. Elle crut qu'il voulait l'embrasser, et se mit à rire d'effroi. « Vous riez, lui dit-il. Et les vieux montraient leurs crocs jaunes. Votre rire n'est pas l'aumône que réclame la gueule céleste. Il lui faut vos nourrissons, vos nez fraîchement coupés. Il lui faut une moisson d'orteils pour son souper. Elle rit, la grande gueule.
elle brille, elle grésille. Vous riez, épouvantable aïeul. Mais bientôt, grand-mère, vos fils et vos filles ne riront plus. Vous riez sous vos parasols de nuit. Ils vont craquer. Entendez rire la grande gueule, car bientôt, vous ne rirez plus. Avant de poursuivre cette émission consacrée à la poésie du grand jeu, je vous propose d'écouter à nouveau la soliste Muriel Batti-Cassel qui nous interprète cette fois un poème de langue alsacienne de Roland Euler. On se retrouve juste après. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Retour à notre émission de poésie qui a pour thème aujourd'hui les poètes du grand jeu. Alors il existe un livre rare qui a été exhumé bien heureusement par nos amis éditeurs Le Grand Souffle en 2004 ou 2007, je ne sais plus exactement. Il s'agit de l'expérience poétique ou le feu sacré du langage par André Roland de Renévy, qui, nous dirons, est le critique littéraire au sein de la fratrie du grand jeu. Alors, dans ce livre, André Roland examine avec une pénétration très fine les questions spirituelles et métaphysiques de la poésie de son époque. Alors qui va de Novalis à André Breton en passant par Baudelaire, Nerval ou Mallarmé. Avant tout, qu'est-ce qu'on entend par métaphysique? Donc, je vous l'ai dit avant, c'est, disons, cet ordre de choses que nos sens ne peuvent pas forcément capter. La métaphysique est donc, on peut dire, la science de l'esprit, et la poésie ou la philosophie y retrouvent absolument leur voie pour s'acheminer. On pourrait dire que la poésie, lorsqu'elle est pure inspiration, que les mots proviennent d'un au-delà, elle est pure métaphysique. On parle souvent aussi de philosophie, donc métaphysique. En poésie, on peut dire qu'il existe deux écoles, deux approches de la poésie. Alors il y a celle de Paul Valéry et l'approche d'un Rimbaud, par exemple. Je suis également de l'école de Rimbaud, alors je vais prendre garde à ne pas opposer ces deux écoles et de rester partial. Je vais essayer de démontrer en quoi elles sont plutôt complémentaires. Donc d'un côté, nous avons un Paul Valéry qui va se lever tous les jours à l'aube, quel que soit son état de fatigue ou de santé, pour écrire, avec ou sans inspiration, et il va se mettre au travail. Il va écrire comme ça pendant des heures. Et de l'autre côté, vous avez les voyants, comme Arthur Rimbaud, qui ne jurent que par les visions ou l'inspiration, qui n'écrivent que guidés par le souffle, toute séance tenante. Et tout ce que je viens d'exprimer ici tient dans ces mots que André Roland de Renévy, dans son livre, disons, étaye, et il dit, alors c'est des mots qu'on doit à Platon, dans Phèdre, et il dit « Quiconque approche des portes de la poésie sans que les muses lui aient soufflé le délire, persuadé que l'art suffit pour faire de lui un bon poète, celui-là reste loin de la perfection et la poésie du bon sens est éclipsée par la poésie de l'inspiration. » Tout ça pour dire qu'une poésie sans souffle est une poésie, sèche. Alors pour équilibrer ces propos, un brin radical qui en quelque sorte exclut toute poésie travaillée et non inspirée, j'aurais aimé vous lire un bout de l'excellente préface qui fait mention de ce Paul Valéry creusant dans l'aube de tous les jours sa poésie, sauf que chez moi les livres circulent et que je ne sais plus à qui j'ai prêté ce livre, donc je ne pourrais pas vous lire cet extrait. Il faudra donc faire confiance à ma mémoire sur ce point. Alors, est-ce à dire que la poésie du poète qui se met à table sans trop d'inspiration en se disant « Tiens, si j'écrivais un poème, je sais pas moi, féministe ou sur la bombache ou dire que la guerre c'est pas beau », est-ce que c'est dire que cette poésie est mauvaise? Pas forcément. Et c'est Charles Baudelaire qui va réconcilier ces deux écoles dans cette sentence parfaite pour ce moment qui ouvre ses journaux intimes en disant « De la concentration et la vaporisation du moi
tout est là. Voilà comment, avec beaucoup de subtilité, le grand Charles parvient à nous expliquer que la pierre brute de l'inspiration se taille, se travaille, se cisèle pour obtenir le bijou attendu. La concentration par le travail et la vaporisation des sens vers les bouches des muses, voilà donc qui réconcilie ces deux écoles. Alors, André Roland de Renévy, qui vivait avec passion l'aventure du grand jeu, et donc partager ce goût d'une poésie voyante, cherchait tout de même dans son livre une forme d'impartialité. Et c'est très justement ce qui fait la force de sa critique. Il dit « Le fait que ces deux familles de poètes atteignent par des voies si opposées une même réalité ne laisse pas d'être assez troublant pour l'observateur impartial. Pour peu qu'il médite un instant, il s'apprête à penser que leurs méthodes, en apparence si séparées, doivent être au contraire très parentes puisqu'elles déterminent le même état de conscience et l'apparition d'un pouvoir identique. Donc oui, Rimbaud et Valéry sont assis côte à côte sur les marches du Parnasse, du mont Parnasse. Alors voilà, ce sera tout concernant André Roland de Renévy, car l'heure tourne et j'aurai très certainement l'occasion de vous reparler de ce livre lors de prochaines émissions, puisque bien des chapitres s'y apprêtent, comme par exemple le sens de la nuit, ou la fonction du poète. En attendant, je vous propose d'écouter un second morceau d'une saison en enfer, mise en musique par Gilbert Ami, et on se retrouve juste après. Avant de poursuivre cette émission consacrée donc à la poésie du grand jeu, maintenant je vous propose d'écouter à nouveau la soliste Muriel Dati-Cassel, qui nous interprète cette fois un poème en langue basque de Mariquita Tambourin. Avant de poursuivre concrètement cette émission, je voudrais faire une parenthèse importante. Il y a quelque chose de très singulier à souligner concernant les artistes du grand jeu. C'est l'amitié qu'ils se vouaient les uns pour les autres. Quelque chose que l'on ressent parfois dans leurs écrits ou créations, mais aussi dans leurs témoignages. Alors, je n'ai pas lu que leurs livres, je les ai écoutés aussi, et on ressent cette adoration qu'ils entretenaient les uns pour les autres. Je pense par exemple à l'émotion d'Arthur Adamoff lorsqu'il parle de Roger Gilbert Lecomte en disant que c'était l'être qu'il avait le plus aimé dans sa vie. Si vous voulez, c'est assez rare en art de telles amitiés. Prenez les surréalistes qui sont du même temps. On ressent plutôt des quêtes très individuelles, agglomérées pour créer un mouvement. Il y a eu des querelles, des ruptures célèbres. Alors ce n'est pas du tout le cas chez les artistes du grand jeu. Peut-être aussi parce que les surréalistes étaient basés sur Paris et que le grand jeu était basé en province, à Reims. Paris considéré comme la capitale des arts en ce temps, ça faisait peut-être naître des concurrences et des ambitions qui ne pouvaient exister dans des plus petites villes. Alors aussi, je veux parler de mes choix de thèmes pour cette émission, des Amis du Souffle Sacré. Je ne ferai pas d'émission sur les surréalistes, par exemple, pas plus sur les romantiques ou les poètes maudits, pour la bonne et simple raison que ce sont des instants dans l'histoire des arts qui sont déjà fort bien documentés, que ce soit à la fois des documents radio, en édition, en film parfois et en reportage. Je vais plutôt à chaque fois me concentrer sur des sujets plus rares ou des poètes qui ont reçu moins de lumière. Alors voilà, et c'est ce que je vais faire maintenant en vous parlant de Roger Gilbert Lecomte, et c'est justement ce poète qui fait partie du grand jeu, que nous allons entendre tout à l'heure, au travers de quelques poèmes. Alors c'est un poète que je lis depuis mon adolescence, mais dont je ne sais pas grand-chose, et il faut dire qu'à l'instar de René Daumal, il va mourir jeune, à 36 ans, un an avant Daumal. Deux amis d'ailleurs qui s'éteignent à 1 an d'intervalle. Une vie brève, mais que l'on ressent jaillissante dans sa poésie. Il avait tout de même un rôle d'importance au sein du grand jeu, puisqu'il s'était lié d'amitié notamment avec Léon Pierrequin. Alors plus personne ne sait aujourd'hui qui est Léon Pierrequin. C'était l'éditeur des éditions du Sagittaire, c'était une maison d'édition assez importante à l'époque. Ou alors aussi lié d'amitié avec Jean Paulhan de la Nouvelle Revue Française, qui lui apportent tous deux un soutien et des financements, parce que finalement sans financement aucune aventure se fait. Il est malheureusement méconnu donc, et le fait d'avoir refusé de faire partie des surréalistes n'y est pas pour rien.
On sait combien André Breton détestait qu'on lui résiste. Roger Gilbert Lecomte avait considéré le mouvement surréaliste en ces termes, comme un mouvement, une bureaucratie ayant abandonné ses idéaux. Je vous propose d'écouter un premier poème de Roger Gilbert Lecomte, d'écouter celui qui a dit « Écrivant peu, je me promets de n'écrire que l'essentiel ». Et vous allez comprendre pourquoi les surréalistes voulaient tellement intégrer ce grand poète à leur mouvement. On écoute le poème « Moi et moi ». Par Roger Gilbert Lecomte. Incident de frontière entre rêve et veille. Un épuisement soudain m'ensevelit, je sommeille sur le divan. Quelqu'un entre. J'entends, je n'entends pas, je dors, je m'éveille, je continue à dormir. En un instant naît la scission mémorable. Moi qui veille se lève et, montrant au nouveau venu, moi qui dors, toujours étendu sur le divan, dit en se penchant, il dort, sans la moindre angoisse. La crainte commence à saisir moi qui veille, quand moi qui dors s'agite et crie en proie aux lémures du profond sommeil. Moi qui veille, se tournant vers son hôte, dit finement, il rêve. Moi qui dors, se dresse brusquement sur son séant. Moi qui veille, poussé par un souvenir de solidarité, l'aide à se dresser complètement. Spectacle unique. Moi qui veille prend le bras de moi qui dort, comme on fait à un convalescent, et tous les deux, ou tout un en deux, font au pas le tour de la chambre. Au secours! Moi qui dors chancelle, moi qui dors s'affaisse, il échappe à moi qui veille et tombe très lourdement sur le sol. Son crâne rebondit. Moi qui veille, toujours debout, le contemple, puis, inquiet, se tourne vers son hôte et dit « Très ennuyeux, quand il faudra que je rentre là-dedans, et il indique du pied, moi qui dors étendu, inerte, je me trouverai courbaturé et j'aurai mal à la tête pour le reste de la journée. » Je vous propose un nouveau moment musical. Alors on quitte un petit peu la sphère de la poésie lyrique pour une poésie plus urbaine, peut-être celle de mon copain Phil, auteur, compositeur et interprète, avec sa chanson Le poète des temps modernes, issue de son album La revanche de l'arbre généalogique. Salut Phil, on écoute. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Retour à notre émission Les Amis du Souffle Sacré, émission consacrée à la poésie, avec aujourd'hui les poètes du grand jeu. Nous allons entendre comme prévu un nouveau poème de Roger Gilbert Lecomte. Il s'agit d'un extrait de son fabuleux poème « Sacre et massacre de l'amour ». Un extrait uniquement parce qu'il est divisé en plusieurs parties et que son intégralité fait pas loin de 8 minutes. C'est déjà remarquable que de pouvoir entendre tant de poésie à la radio RBS. Mais on ne va pas abuser en passant des poèmes de plus de 4 minutes. Voilà. Alors ce poème intégral sera, quoi qu'il en soit, disponible sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Grégory, qui fera partie de ma série Un poète, 3 poèmes. Donc voici un extrait de ce poème que les amateurs d'Antonin Artaud devraient apprécier car on sent beaucoup son influence. C'est parti. Par Roger Gilbert Lecomte. À l'Orient, pâle où l'éther agonise, à l'Occident des nuits des grandes eaux, au septentrion des tourbillons et des tempêtes, au sud béni de la cendre des morts, aux quatre faces bestiales de l'horizon, devant la face du taureau, devant la face du lion, devant la face de l'aigle, devant la face d'homme inachevé, toujours,
et sans trêve, pétrie par la douleur de vivre, au cœur de la colombe, dans l'anneau du serpent, du miel, du ciel, au sel des mers, seul symbole vivant de l'espace femelle, corps de femme étoile, urne et forme des mondes, corps d'azur en forme de ciel. Territoire fantôme des enfants de la nuit, lieu de l'absence, du silence et des ombres, tout l'espace et ce qui l'enserre est un trou noir dans le blanc plein, comme la caverne des mondes, tout le corps de la femme est un vide à combler. L'on poursuit notre découverte du travail de Muriel Badi-Cassel autour du livre Par tous les chemins, florilège poétique des langues de France, donc aux éditions Au bord de l'eau, avec cette fois-ci un poème en langue corse de Lucia Santucci. On écoute ça et on revient tout de suite. Viola. Dall'orizzonte lontano. Comme vous le savez peut-être, j'ai à cœur dans cette émission de rétablir l'équilibre entre les femmes et les hommes de lettres. Trop longtemps, l'écriture, surtout la poésie, a été l'affaire des hommes et je trouve ça extrêmement dommageable de se priver comme ça de la langue des femmes. Et puis, il faut quand même dire que c'est la moitié de l'humanité, donc c'est pas rien et je trouve ça vraiment très dommage. Et si le grand jeu ne souffre que d'une chose, les poètes du grand jeu, les artistes du grand jeu, c'est de l'absence totale de femmes de lettres. Je crois ne pas me tromper en disant ça. Et d'ailleurs, vous souvenez peut-être de notre première émission qui avait pour sujet les poètes de la Beat Generation. J'avais aussi ouvert une large audience aux femmes poètes de ce mouvement, bien que peu reconnues. Alors c'est ici plus compliqué, nous sommes au début du XXe siècle et il y a encore trop peu de poétesses. Chez les surréalistes, je crois qu'il y a tout de même Joyce Mansour et Annie Lebrun. C'est les deux noms qui me viennent là à l'esprit, mais je n'en vois pas d'autres. Et puis, donc j'ai cherché, j'ai repensé à celle qu'on appelait la Sappho 1900. Et, alors sans vous en dire davantage, pour le moment, je vais vous faire écouter un de ces poèmes. Nous sommes presque à la même époque, un tout petit peu avant. Et pourtant, nous sommes dans un autre registre. Écoutez ça. Lorsque tu vins, à pas réfléchi, dans la brume, le ciel mêlé aux ors, le cristal et l'airain. Ton corps se devinait, ondoiement incertain, plus souple que la vague et plus frais que l'écume. Le soir d'été semblait un rêve oriental, de roses et de santal. Je tremblais, de longs lys religieux et blêmes se mouraient dans tes mains comme des cierges froids. Leur parfum, expirant, s'échappait de tes doigts. En le souffle pâmé des angoisses suprêmes, de tes clairs vêtements s'exhalait tour à tour l'agonie et l'amour. Je sentis frissonner sur mes lèvres muettes la douceur et l'effroi de ton premier baiser. Sous tes pas, j'entendis les lyres se briser, en criant vers le ciel l'ennui fier des poètes, parmi des flots de sons, languissamment des crues, blonde, tu m'apparus. Et l'esprit assoiffé d'éternel, d'impossible, d'infini, je voulus moduler largement un hymne de magie et d'émerveillement, mais la strophe monta bégayante et pénible, reflet naïf, écho puéril, vol heurté vers ta divinité. Il s'agissait d'un poème de Sappho 1900 de Renée Vivien. Elle est née en 1877, on peut dire que c'est une contemporaine de Rimbaud, mort en 1891, mais elle reste attachée, elle,
à une écriture plus romantique, qu'on peut même qualifier de romantique tardif, autrement dit de naturaliste, voilà, pour les spécialistes. Elle est d'origine anglaise, d'une riche famille bourgeoise, mais elle vit la majeure partie de sa vie, trop courte d'ailleurs, à Paris, et elle écrit dans les 2 langues. Renée Vivien, c'est la première poétesse francophone à chanter ouvertement son amour physique pour les femmes. Et la deuxième femme francophone, disons après Madame Dacier au XVIIe siècle, à traduire l'œuvre de Sappho. C'est pour ça qu'on l'appelait la Sappho moderne, Sappho 1900. Alors Sappho, grande poétesse dont on traduit encore aujourd'hui les fragments. L'ensemble de ses œuvres à Renée Vivien sont publiées à titre posthume et on recense 17 volumes de poésie, 16 volumes de prose, très prolifique malgré sa vie courte, et tout cela sous des différents pseudonymes. Je suis assez étonné qu'il n'existe pas de film à son sujet, comme on aime les faire, des biopics, car sa vie s'y prête bien. Alors, il y a des drames, des ruptures amoureuses, de la rébellion, des procès, des tentatives de suicide. Enfin voilà, je ne vais pas vous dérouler l'entière biographie de cette femme passionnante et incroyable. Vous aurez tout le loisir de la découvrir par vous-même en tapant dans Google Renée, donc avec un E, Vivien. Voilà, et je vous propose d'écouter encore un poème d'1 minute 50 de cette femme incroyable. Voilà, on écoute. Tendre, à qui te lapide, et mortel à qui t'aime, faisant de l'attitude un frisson de poème, ô femme, dont la grâce enfantine est suprême, triomphe dans la fange et les pleurs et le sang. Tu n'aimes que la main qui meurtrit ta faiblesse, la parole qui trompe et le baiser qui blesse, l'antique préjugé qui meurt avec noblesse, et le désir d'un jour qui sourit en passant. Férocité passive, âme légère et douce, pour t'attirer, il faut que le geste te repousse, ta chair interne appelle, en râlant la secousse, et les forces en beauté du mal triomphant. Esclave du hasard, des choses et de l'heure, être ondoyant, en qui rien de vrai ne demeure, tu n'accueilles jamais la passion qui pleure, ni l'amour qui languit sous ton regard d'enfant. La baume du banal et le phare du factice, l'absurdité des lois, la vanité du vice, et l'amant dont l'orgueil contente ton caprice, suffisent à ton cœur sans rêve et sans espoir. Jamais tu ne t'éprends de la grâce d'un songe, d'un reflet dont le charme expirant se prolonge, d'un écho dans lequel le souvenir se plonge. Jamais tu ne pâlis à l'approche du soir. Vous l'avez compris, chères auditrices, chers auditeurs, ce second épisode des Amis du Souffle Sacré consacré au poète du grand jeu va maintenant s'achever. Je vous entends geindre et pleurer, taper des pieds derrière votre poste de radio, mais il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Vous dire aussi donc que le prochain épisode, le 3e, se déroulera en novembre, je crois, on aura la date plus tard, et aura pour titre Poésie de nuit, puisque nous allons rentrer doucement dans l'hiver, donc un peu de douceur, un peu de poésie en musique pour l'hiver 2021 sera sympathique. Vous dire aussi que j'espère que... Alors, en 1 heure, c'est toujours difficile de brosser comme ça un mouvement entier, mais j'espère vous avoir donné des pistes de lecture, de réflexion. Vous pouvez aussi me poser vos questions via mon site internet si vous voulez, gregache.fr. Et je vous quitte sur une phrase de André Roland de Renevie et sur un dernier morceau de Muriel Batby-Cassel, un poème breton cette fois-ci, de Père Bontaven. Je vous quitte aussi en remerciant la Caresse et l'association des Mozarts et Odile et David, mais je reste avec David quand même pour le soutenir. Et je vous quitte donc avec cette phrase de ce sacré Roland. Puisque le poète est vraiment ce Prométhée, voleur de feu, qui tire au jour son monde,
Suivons-le dans ses opérations et tentons d'en tirer les enseignements qui s'y trouvent contenus.